Le changement me fait peur. Qu'est-ce qui se passe? Cette peur va faire qu'au niveau de mon corps, je vais avoir une contraction. Les personnes qui ont besoin de leur zone de confort. On va changer s'il y a un déclic. S'il n'y a pas vraiment de déclic, on ne va pas vraiment changer, on ne va pas vraiment ressentir le besoin de changer. Une énergie qui est un peu stagnante, on lui a apporté une énergie de mouvement. Et comment justement prévenir ça? À prendre nos besoins et à les sous-traiter. On pense à demain alors que non, en fait. Demain, c'est maintenant. C'est qu'est-ce que je fais maintenant? Parfaitement conscient que à partir un certain niveau d'engagement, mon niveau de stress explose. Donc je vais attendre qu'une situation ou une personne, elle va deviner, comprendre et nourrir mon besoin. Ce qui n'est pas possible. Donc dessiner pour dessiner ou chanter pour chanter, c'est pour nourrir un besoin. C'est pour nourrir ce besoin. Bonjour Zineb. Bonjour Jihan. Ça fait un moment qu'on parle toutes les deux de cette idée de podcast autour d'un sujet auquel on est toutes les deux sensibles, qui est le développement personnel. Et aujourd'hui, on va l'aborder ensemble sous le prisme du changement et des émotions que ça engendre. Alors pour te présenter, je sais que tu as un parcours assez singulier, si je peux l'exprimer comme ça. Tu as commencé dans l'industrie pétrolière pour cheminer vers le développement, cet univers de développement personnel et de bien-être. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler un petit peu de ce chemin que tu as accompli dans ton développement et dans le changement qu'a pris ta carrière? Alors, j'ai découvert le monde du développement personnel, du Reiki en particulier, qui est une pratique énergétique, en 2012. Ça fait quand même une dizaine d'années. Et ça m'a permis de voir les choses et de vivre les choses d'une autre manière, où j'ai un peu réalisé que la relation à soi, justement, ce qu'on ressent, était quelque chose de très important. Donc ça a d'abord apporté un changement dans ma vie personnelle, et puis ensuite ça m'a donné envie d'apporter aussi un changement dans ma vie professionnelle, même si j'aimais beaucoup ce que je faisais et que j'étais très épanouie. Mais j'avais besoin d'un autre environnement où l'humain et l'aide et justement cette dimension de nous qui est un peu énergétique, on est dans la sensation, ce qu'on pense, ce qu'on ressent, comment on voit les choses, a pris beaucoup d'importance. Et c'est comme ça que je suis passée à un nouveau travail où je suis dans le bien-être et le développement personnel. Génial. Au niveau, en fait, le changement aujourd'hui, j'avais envie de l'aborder avec toi parce que quand on est en fait dans des structures, enfin dans l'univers corporate, on fait face à des changements. Enfin, il y a des changements stratégiques qui induisent des changements organisationnels. Et c'est là où on tombe vers l'humain au niveau individuel. Donc, quand au niveau individuel, on arrive à une situation où il va falloir s'adapter, changer, ça engendre un certain nombre d'émotions. Parfois, ça va être de la peur, ça va être de l'angoisse, qui peut s'expliquer par des habitudes qu'on a, qui sont ancrées, par des schémas de pensée qu'on peut avoir. Comment est-ce que toi, tu vois ces réactions-là de par le prisme de la relation à soi et la relation qu'on entretient avec soi-même et sous le prisme en fait, des émotions? Justement, dans le monde de l'entreprise étant une organisation, donc c'est un système qui fonctionne d'une certaine manière. S'il y a un changement, automatiquement, l'environnement va changer. Et chaque individu dans cette organisation va être amené à vivre ce changement. Donc, si de mois à mois, je n'arrive pas à m'adapter au changement, sachant que je vais être traversée par des émotions, par des pensées, peut-être par la peur du changement, si chaque individu n'est pas capable de vivre ce changement, il peut y avoir des difficultés parce qu'il sera forcément en décalage avec son environnement. Donc c'est très important dans le monde de l'entreprise de prévoir un accompagnement au niveau individuel pour que chaque personne puisse s'approprier tous les changements qu'il peut y avoir dans le système de l'entreprise. Et d'ailleurs, pour chaque individu, il a un rôle à jouer dans l'entreprise, aussi bien pour ses compétences, on va dire techniques, managériales, mais aussi pour ses compétences humaines. Et il va falloir regarder davantage ses compétences humaines. À quel point est-ce qu'on est capable justement de changer, de nous adapter, de nous approprier un nouveau système
Et donc, chaque personne qui va aller de plus en plus vers le développement de ses compétences, mais aussi vers le développement de ses compétences humaines, donc de la relation qu'elle a avec elle-même, va être davantage plus performante, aussi bien pour elle, dans sa vie, que pour l'entreprise. Je ne sais pas si je réponds à la question. Complètement. Mais voilà, c'est un peu ce que moi aussi j'ai vécu dans mon expérience, dans le groupe dans lequel j'étais. J'ai changé plusieurs fois de poste. Et cette facilité venait un petit peu de la facilité que je pouvais avoir à m'adapter à certains changements. Et quand j'ai commencé ce travail justement de développement personnel, c'est devenu encore plus facile, c'est devenu encore plus fluide. Aujourd'hui, dans le cadre de ton activité, tu reçois à titre individuel plusieurs personnes qui sont en train de passer par des étapes de changement, que ce soit à la fois au niveau professionnel ou au niveau personnel. Quel regard tu as en fait à travers l'expérience que tu as? Quel regard as-tu en fait sur ces expériences de vie? Parce que finalement, en fait, ce sont des expériences. Enfin, un changement, ça peut être un déclencheur d'opportunités. Mais bon, avant de voir en fait l'opportunité qu'il y a derrière le changement, il y a effectivement, encore une fois, je reviens là-dessus, beaucoup d'émotions. Oui. Comment est-ce que toi, tu perçois ça? Et comment est-ce que tu aides aussi les personnes en fait qui viennent te voir pour passer en fait, pour vivre cette transition et ne pas tomber dans des schémas d'inertie où on voit le changement, on voit qu'il y a des choses qui vont pas bien, la relation avec soi c'est pas ok. Comment est-ce que toi tu vois tout ça? Alors, quand on parle de changement, déjà le mot changement en lui-même, c'est un mot qui a tendance à faire peur. Donc, on doit essayer de voir le changement comme un simple passage d'un point ou d'un état A vers un point ou un état B. Nous sommes des êtres de mouvement. Nous avons besoin de bouger. Donc changer finalement, c'est juste bouger pour aller d'un endroit à un autre. Alors à ce moment-là, effectivement, tout notre corps émotionnel va être impliqué. On va par exemple prendre l'exemple de la peur, qui est directement concernée par le changement. Parce que le changement me fait peur, qu'est-ce qui se passe? Cette peur va faire qu'au niveau de mon corps, je vais avoir une contraction, quelque chose qui va un peu se tendre, comme me donner un signal d'alarme que quelque chose va se produire et qui n'est pas forcément bon pour moi. Dans un deuxième niveau, il va y avoir tout un discours, un dialogue en moi qui va donner des pensées, des scénarios, etc. Tout cela est dans le but de me maintenir en sécurité pour ne pas aller vers le changement. Mais en réalité, cette peur, elle n'est que justement l'indicateur que je suis sur un point A et que j'ai besoin de bouger vers un point B. Donc c'est une guidance, c'est quelque chose qui m'aide à avancer vers le bon endroit pour moi. Ce qu'on fait généralement dans la pratique du Reiki, c'est qu'on accueille de plus en plus les sensations qu'il y a en nous. On n'a plus peur de ces sensations. Donc lorsque la peur est là, je réalise que c'est une sensation dans mon corps qui va avoir un effet sur moi. C'est une énergie qui me guide, qui me donne de l'information vers ce qui se passe en moi, qui va peut-être m'éclairer sur des éléments que je devrais peut-être revoir, penser, et finalement me mettre dans une énergie optimale pour que je puisse avancer vers ce changement que je désire ou que la vie m'impose. Parce qu'on ne choisit pas toujours le changement, parfois c'est la vie qui nous impose le changement. Ça suppose en fait que les personnes vont prendre action, c'est-à-dire que, ce que tu es en train de dire, c'est que oui, en fait, on est dans une situation de changement, on va chercher à être accompagné. Parfois, il y a aussi sûrement que tu dois le vivre dans les consultations que tu as, il y a des changements qui induisent, en fait, de par l'état de la peur dont tu as parlé, des postures d'inertie. Mmh. C'est-à-dire que je sais qu'il y a quelque chose, mais je ne fais rien. Alors c'est là où la relation à soi est un élément qui est très très important parce que on est la personne avec qui on est toujours et on est l'environnement dans lequel
on vit tout le temps. Donc tout ce qui se passe en moi, c'est le point de départ que j'ai dans la vie. Plus cette relation va être fluide, légère, et plus mon rapport à la vie va être simple, fluide et léger. Et je ne vais plus vivre l'inertie comme un élément handicapant, mais comme un point de départ. Parce que pour avancer, il faut que je vois un petit peu où je suis. Donc plus je suis au clair avec moi-même et je suis à l'écoute de ce qui se passe en moi, plus je vais être capable de mettre un pas après l'autre, avancer, avec un rythme qui me correspond. Parce que la notion justement de rythme est très très importante. Aujourd'hui, on vit un peu dans un rythme qui est imposé. C'est-à-dire qu'on voit le résultat du changement avant de voir le point du départ du changement. Que ce soit pour des changements importants ou que ce soit même pour des petits changements. Si par exemple tu as l'habitude de boire du café et que je vais te proposer de boire du thé, que dans ton imaginaire tu ne peux pas changer et passer de boire un café à boire un thé, ça va être difficile. Mais c'est exactement la même chose, à plus grande échelle. Donc le point d'inertie est un point d'inertie, mais temporaire. Il n'est pas permanent. Justement, cette notion du temps est aussi très, très, très importante. Donc plus on va être présent à soi, dans l'instant, et plus on va voir ce point d'inertie comme un point de départ. Parce qu'à ce moment-là, on ramène toutes nos sensations, toute notre énergie, on retrouve un certain pouvoir, on réalise qu'on a peut-être du mal à avancer et qu'on pourra plus facilement faire un pas en avant qui nous correspond. Et à part en fait cette émotion de peur, quelles sont les émotions qui peuvent traverser les personnes quand elles sont en phase de transition? Il y a beaucoup d'états émotionnels qui émergent en nous quand on est en phase de transition. Le point commun entre elles, c'est qu'elles nous donnent toutes une indication que ce qui va venir dans le temps, dans le futur, peut être insécure pour nous. Donc, il va y avoir de la peur, il peut y avoir de la frustration, par exemple, parce qu'on est tiraillé par l'envie d'aller de l'avant et la simplicité de rester dans ce qu'on connaît. Il peut y avoir ces émotions, même si elles ne sont pas vraiment des émotions, mais ce sont plutôt des états émotionnels dont on parle beaucoup aujourd'hui, le stress, l'angoisse, l'anxiété. En fait, toutes ces émotions sont à la base une peur avec une intensité différente et d'autres composantes, on va dire, émotionnelles, qui vont faire que je vais être dans un état d'hypervigilance et qui vont... Je reviens toujours au corps. Le corps, en fait, se contracte lorsqu'il est dans une situation qu'il ne connaît pas. Il va être plus à l'aise dans une situation qu'il connaît. Donc l'émotion, elle va toucher la sensation au niveau du corps. Juste pour essayer de me préserver dans une situation que je connais et qui est sécure pour moi. Donc lorsque je m'écoute, je ne vais plus avoir peur justement de toutes ces émotions. Si par exemple je fais de l'anxiété, ça veut dire que je suis là et que je suis très inquiet pour l'avenir. Eh ben, cette inquiétude que j'ai pour l'avenir, elle n'est pas si mauvaise que ça, puisque c'est elle qui me permet d'avoir une visibilité sur ce que je vais accomplir. C'est ce qui va me pousser à me poser les bonnes questions, à vérifier si mes besoins vont être nourris à travers ce que je suis en train de faire. Et il y a le mot champion en ce moment, c'est le mot stress. Oui. Et en fait, le stress, c'est uniquement qu'on est dans un état d'urgence permanent. On a l'impression qu'on doit tout faire rapidement, qu'on a le droit de rien rater, qu'il ne faut rien faire. Ce n'est pas une émotion en soi, mais c'est un ensemble justement d'émotions qui nous habitent et qui font qu'on est tout le temps tendu comme électrifié. Et on réfléchit beaucoup, on réfléchit énormément. Juste, merci de parler de ça. Effectivement, le mental a un rôle qui est aussi très important quand on parle de changement ou de transition, que ce soit dans une vie personnelle ou professionnelle. On a la tête qui parfois répète les mêmes mots, c'est la même chaîne qui fonctionne tout le temps. Quel est le lien entre le mental et les émotions ?
Alors, l'émotion, c'est la sensation de dans le corps. C'est l'alchimie en moi, c'est comment est-ce que je me sens, on va dire, dans mes sensations, dans mon corps physique. Maintenant, les pensées, c'est l'histoire que je me raconte, le scénario que je donne à ce qui se passe. Et donc, en fonction de mon état émotionnel, je vais avoir un scénario dans ma tête. Si une émotion est là depuis longtemps, je vais avoir cette impression que c'est le même scénario qui se répète. Le scénario se répète parce que l'émotion qui est rattachée à ce scénario est toujours là. Il suffit de libérer cette émotion pour que le scénario change. Et puis, il y a aussi notre mémoire. On vit des événements, on vit des expériences qu'on va catégoriser, classer. Ça c'est bon, ça c'est pas bon. Donc lorsque je vais vivre une expérience qui me fait rappeler dans ma mémoire que ce que j'ai vécu n'était pas bon pour moi, je vais automatiquement me remémorer ce scénario et donc générer en moi une sensation qui n'est pas confortable pour ne pas retomber dans cet inconfort. Donc dans la relation à soi, il y a 2 éléments qui sont très importants. La sensation, comment est-ce que je me vis dans mon corps, et le scénario que je me raconte dans ma tête. Plus on va être dans des pratiques de développement personnel, plus on va se libérer des archives. C'est-à-dire qu'on va avoir moins d'émotions et d'idées, de pensées qui sont rattachées à des événements que j'ai vécus dans le passé. Donc je vais vivre des émotions et des pensées naissantes, qui sont une réelle guidance à ce que je vis maintenant. Et je ne serai plus contrôlée par ce qu'on appelle le corps de souffrance, par une énergie en moi qui est rattachée à d'anciens événements et qui me contrôle aujourd'hui. Alors en parlant de mental, je reviens encore là-dessus, tu as parlé de discours ou de récits qu'on se dit et qu'on va répéter jusqu'à ce qu'on mette le doigt sur l'émotion, qu'on arrive, parce que parfois quand on est un peu trop cérébral, on ne va pas s'écouter. On ne va pas écouter ses émotions, on va passer à côté. Et surtout, tu as parlé d'univers où on est extrêmement stressé, où on est attendu sur plein de choses. Enfin, tout le monde, que ce soit les jeunes ou les personnes, ou les adultes, sur d'autres sujets. Comment prendre conscience? À quel moment tu peux conscientiser que, oui, effectivement, tu te racontes une histoire et à quel moment tu peux conscientiser qu'il y a une émotion qui est là que tu dois traiter? Parce que si tu ne la traites pas finalement, en fait, elle va revenir. Ce sont les mêmes schémas qui vont, je pense, vont se répéter jusqu'à ce qu'on conscientise et qu'on prenne action. C'est très intéressant ce que tu viens de dire. Tu as dit quand une personne est trop mentalise, elle ne peut pas comprendre l'émotion. On ne peut pas forcément comprendre une émotion en utilisant son mental. Pour comprendre, écouter, accueillir une émotion, cela se passe par le corps. Donc ça va se passer par la respiration, par exemple, la pratique de certaines activités qui vont nous permettre de ressentir au niveau de mon corps qu'est-ce qui se passe. Et si on prête vraiment attention, si on regarde vraiment, on observe ce qui se passe dans notre corps, on va voir qu'il y a un endroit du corps en particulier qui va se contracter ou qui va donner de la douleur. Donc l'émotion, elle est logée au niveau du corps. On ne peut pas vraiment l'accepter ou l'accueillir à partir de notre mental. Mais c'est par notre mental que nous allons avoir son message pour que là, on puisse justement agir sur ce qui se passe. Si, par exemple, je ressens de la peur, d'accord ? Donc, je vais ressentir de la peur, elle va être là quelque part en moi. Je vais sentir peut-être mes épaules qui se contractent, peut-être mon ventre, peut-être que je tremble. Et là, cette attention que je vais porter à l'émotion dans mon corps va déclencher mon mental qui va être plus un allié pour me dire « Oui, mais il n'y a aucune raison pour que tu aies peur maintenant. Est-ce qu'il se passe quelque chose ?» Maintenant, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. S'il y a un bagage émotionnel et mental, je ne vais pas pouvoir justement avoir cette reprise un peu spontanée de mon pouvoir sur moi-même, de ma maîtrise. Parce que finalement, on parle beaucoup de développement personnel. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? On fait ça pour avoir une maîtrise un petit peu sur nous,
sur justement ce qui se passe en nous, sur nos émotions, sur notre pensée. Mais on ne peut pas les calmer en permanence et faire en sorte que voilà, c'est fait une bonne fois pour toutes, on n'en parle plus. C'est pas possible. C'est une relation intime à avoir avec ce qu'on ressent et ce qu'on pense. Et ne pas en avoir peur. Et ne pas en douter. C'est aussi important de ne pas en douter. On ne le dit pas assez, mais c'est important. Comment justement faire pour ne pas en douter ? Alors là, ça nous amène un peu à parler d'intuition, parce que c'est un petit peu ça. Il n'y a pas vraiment de méthode pour ne pas en douter. Il faut d'abord l'écouter. Et c'est en écoutant qu'on arrive à affiner justement, qu'on arrive à détecter qu'est-ce qu'on est en train de se dire et qu'est-ce qui vient. Quels sont aujourd'hui les conseils que tu pourrais donner à des personnes qui vivent des transitions, encore une fois personnelles ou professionnelles, pour passer ces caps-là ? Peut-être même, enfin, commencer plutôt à titre personnel et peut-être donner aussi des cas de changement qui sont là où on va essayer de s'écouter, écouter ses sensations, écouter un peu ce qu'on se raconte au niveau de sa tête. Qu'est-ce que tu recommandes ? Ayant moi-même vécu beaucoup de changements et aussi une reconversion, c'est pas rien, je pense qu'il y a une question qui est très très importante à se poser le plus souvent possible. C'est pourquoi est-ce que je vais vers ce changement ? Ou pourquoi est-ce que ce changement s'impose à moi ? Parce qu'encore une fois, le changement, on ne le choisit pas forcément. Parfois, on le choisit, on veut changer. Parfois, la vie nous amène à changer. C'est un petit peu plus difficile quand c'est la vie qui amène parce qu'on résiste un peu, mais dans les deux cas, c'est intéressant de se poser la question. Pourquoi ? Parce que parfois, je vais donner par exemple l'exemple de la reconversion professionnelle, parfois on se dit je vais changer de travail, je vais être bien, je vais être heureux. Et puis on change de travail et on se retrouve un peu à la case de départ. Pourquoi ? Parce que très souvent, ce qui ne va pas vraiment en nous n'est pas en rapport forcément avec le travail qu'on a. Si par exemple, je suis quelqu'un qui vit dans un cœur rempli d'anxiété, eh bien je vais changer peut-être de travail, je vais emmener mon anxiété avec moi. Peut-être que l'environnement sera différent, donc elle va prendre une autre forme, mais ça ne va pas forcément apaiser mon anxiété. Donc se poser vraiment la bonne question, c'est pourquoi est-ce que je vais vers ce changement ? Pour pouvoir s'approprier et vivre pleinement ce changement et qu'il soit réellement quelque chose qui me fait évoluer. Et puis, se faire accompagner. Ça, c'est quelque chose de très important aussi et qu'on a tendance on ne donne pas assez d'importance à l'accompagnement. C'est important d'être accompagné et d'être entouré de gens qui ont vécu un peu ce chemin, ce changement avant nous, parce que c'est un processus qui se vit au jour le jour. Ce n'est pas juste une action qu'on pose, voilà, je vais faire ça, et puis voilà, par la suite, c'est bon. Si par exemple, je suis une personne si je n'ai pas vraiment confiance en moi, je peux faire un stage d'1 année, ça ne veut pas dire que j'aurai in fine l'impression d'avoir confiance en moi. Et en fait, on change tous les jours. Oui, c'est une dynamique constante, le changement. On change tous les jours, on change même dans la journée. Et la vie nous pousse à changer. Parce que le changement, c'est quoi ? Le changement, c'est du mouvement. Plus on va être OK avec le mouvement, on ne va pas en avoir peur. Et on est conscient que parfois, on est dans une situation confortable, agréable, parfois pas. Et puis voilà, la vie va se dérouler. C'est le vivant, en fait. Le changement, c'est le vivant, c'est la vie qui se vit, qui nous traverse. Mais tu as aussi je reviens un peu sur les personnes qui ont besoin de leur zone de confort. Parce que voilà, c'est synonyme de sécurité, je suis très bien là où je suis, je ne veux même pas regarder ce que mon corps va me transmettre, ce que ma tête va me dire, je vais me mettre des scénarios très jolis et je vais y croire. Bon. Et donc, il peut arriver parfois que voilà, la vie mette ces personnes-là devant des moments difficiles qui va les amener, parce que moi je parle souvent de cheminement personnel, parce que chacun a son histoire, chacun a ses expériences de vie.
Pour les personnes qui sont justement dans cette zone de résistance, enfin, moi j'appelle, en termes corpo encore une fois, j'appelle ça de la résistance, Ouais. mais voilà, je suis dans ma petite zone, elle me va très bien, ne me touchez pas, je ne veux pas voir autre chose. Comment est-ce que toi, tu perçois ça d'un point de vue énergétique et d'un point de... Dans le monde de l'entreprise, c'est un petit peu la même chose. Moi, je me rappelle qu'on avait vécu un grand projet où on était censé passer d'un système, on va dire, humain, manuel, vers un gros système d'information. Et donc, effectivement, il y a des gens qui ont eu beaucoup de mal avec ce changement. Et c'est un petit peu pareil aussi dans notre vie personnelle. Alors, ce qui est important dans ce processus, c'est le déclic. On va changer s'il y a un déclic. S'il n'y a pas vraiment de déclic, on ne va pas vraiment changer, on ne va pas vraiment ressentir le besoin de changer. Et souvent, quand on veut changer quelque chose, qu'on est conscient qu'on est dans sa zone de confort, c'est qu'il y a eu quelque part un déclic. Donc, on se rend compte que, voilà, il y a peut-être quelque chose à changer. Et le plus important, en tout cas, c'est l'approche que j'ai, c'est qu'on va essayer d'apporter quelque chose de nouveau dans ta zone de confort, par exemple, qui va te donner le goût de d'ouvrir la zone vers autre chose. Donc, il faut transformer ce qui existe. Il ne faut pas forcément y renoncer, essayer de le chasser comme si ce n'était pas légitime pour aller vers quelque chose. Non. Le plus puissant, c'est de transformer et d'apporter de la nouveauté pour donner le goût, justement, l'élan de changer les choses. Si, par exemple, une personne veut apprendre à prendre la parole en public. Tiens, on va parler de ça parce que, comme on en a déjà parlé, c'est pas quelque chose avec laquelle je suis vraiment très à l'aise. Moi, devant une caméra, un micro, c'est totalement inimaginable. Alors, plutôt que de focaliser sur cette peur-là, ah non, moi, je ne pourrai jamais le faire, il y a eu un déclic où tu es venu, tu as proposé quelque chose. Alors, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je reste dans cette contraction, ce non, moi je veux pas, je vais rester dans mon coin, je pourrai jamais le faire? Ou alors, est-ce que je m'ouvre à la simple nouveauté? Donc oui, on touche pas, c'est pas, mais j'ouvre la porte à quelque chose de nouveau, chose à laquelle tu m'as un peu accompagnée. Et justement, ce plaisir de partager un moment avec toi a rendu cet inconfort de la peur de prendre la parole en public et devant la caméra plus agréable. Ça ne veut pas dire que voilà, on a pris quelque chose et on a essayé d'en faire quelque chose en apportant de la nouveauté. Une énergie qui est un peu stagnante, on lui a apporté une énergie de mouvement. Donc on commence à accueillir, donc la reco, c'est de commencer à accueillir des petites transformations qui ne vont pas chambouler l'écosystème dans lequel on est. Tout à fait. Et commencer à apprécier ça petit à petit pour s'ouvrir. Tout à fait. À ce que certaines personnes pourraient considérer comme des choses qui peuvent parfois même être pensées comme inimaginables. Des fois, ça peut paraître comme une grosse montagne à escalader. Il n'y a pas vraiment de petite action et de grande action. Si on voit les choses sur un plan énergétique ou même structurel, un changement a un impact. Alors, on doit plutôt regarder l'impact que l'on veut. Si je veux rentrer dans un endroit, il faut que j'ouvre la porte. Donc, j'identifie la porte. Après, je peux aussi me dire, je vais démolir le toit. Donc, c'est une action qui est beaucoup plus importante, mais finalement, elle est peut-être inutile. Je vais utiliser de la force, mais elle ne va pas forcément être aussi efficace que si tout simplement, je cherche la porte et j'ouvre doucement la porte. Je vais avoir accès au même espace. Et donc, même dans le monde de l'entreprise, parfois, il suffit qu'il y ait un petit changement, généralement, qui va déclencher un effet boule de neige de changement. Ça peut être, par exemple, changer justement un peu la culture, par exemple, de l'entreprise. Ça peut paraître, mais ça peut rendre les choses beaucoup plus performantes. Et au niveau personnel, eh bien, c'est la même chose. Une petite action peut déclencher un changement énorme dans sa vie. Je commence par exemple à prendre du plaisir à parler.
Je reviens sur un exemple parce que moi, j'aime beaucoup parler d'expériences et de choses un petit peu concrètes pour vraiment donner une dimension réaliste et réelle de ce qu'on peut accomplir en ayant une relation saine avec nous-mêmes et saine avec ceux qui nous entourent. Parfois, en fait, quand on parle aussi de changement et de relation à soi, parfois on est aussi amené à être dans des postures, par exemple professionnelles ou personnelles, où on va être très normatif parce qu'on est manager, parce qu'on est exécutif, parce qu'on est dirigeant. Peut-être que j'aborde un autre sujet, quelle est la part de la posture que je vais avoir et la part du naturel que j'ai en moi? Et comment est-ce que la relation avec soi peut être justement saine en occupant un espace professionnel, enfin une posture dans un espace professionnel et une posture plus naturelle que je vais avoir probablement chez moi ou avec mes amis, ma famille. Comment est-ce que tu vois toi tout ça et comment est-ce que... Alors, je suis la même personne dans mon travail, dans ma famille. Je ne peux pas être une autre personne. Maintenant, je peux avoir des rôles qui sont différents. Et donc, en fonction du rôle que j'ai, je vais avoir un comportement différent. Mais plus ma relation avec moi-même va être une relation fluide et saine, et plus je pourrai remplir chaque rôle sans qu'il y ait un chevauchement dans les rôles. Je vais juste donner un exemple. Si par exemple, moi, je ne me sens pas assez écoutée, d'accord, je vais dire ça vraiment, en général, moi j'ai l'impression qu'on ne m'écoute pas. Eh bien, dans un des domaines, que ce soit personnel, professionnel ou amical ou peu importe, je vais essayer de nourrir ce besoin, d'y répondre avec excès. Mais encore une fois, l'entreprise, c'est un petit peu comme une personne. Hein. On a besoin, je disais tout à l'heure, de maîtrise, donc une certaine maîtrise sur soi. Donc, on a besoin d'un cadre. On a besoin de règles, on a besoin, pas d'autorité au sens autorité, mais on a quand même besoin d'une certaine notion de hiérarchie ou de système qui clarifie un petit peu les choses. Et si on arrive à vraiment voir les choses comme elles sont, et qu'il n'y a pas justement d'interaction entre du personnel et du professionnel, pour dire les choses de manière vraiment plus simple, les choses devraient bien se passer. Il y a aussi autre chose, c'est qu'aujourd'hui, la relation qu'on a avec notre travail est devenue une relation qui domine tous les aspects de notre vie. Je suis un peu ce que je fais. Et ça fait que justement, on va tout mettre on va tout vivre à travers notre relation avec notre travail et avec notre environnement professionnel. Comment sortir de ce piège quand on commence justement à se définir à travers sa carte visite? Parce que finalement, c'est un peu ça. Il faut déjà se poser la question. D'accord ? Il faut d'abord être conscient, pardon, qu'on se définit par sa carte de visite, parce que ce n'est pas quelque chose qui va être clair pour tout le monde. Mais si on arrive à le voir, hein, si on arrive à voir que finalement je suis mon accomplissement professionnel, pour ne pas dire je suis ma carte de visite, eh bien je dois essayer de voir quels sont justement ces besoins qui sont nourris par ce travail et qui ne sont pas nourris dans d'autres aspects de ma vie. Il y a une chose qui me vient, c'est le sentiment d'être important. Tu sais que le sentiment d'être important, c'est un état qu'on vit quand on est petit et qui non seulement nous rend très joyeux, parce que c'est un peu notre état naturel, mais qui nous facilite beaucoup la vie, parce que tout se passe très bien, parce qu'on est très important, tout le monde est là, nous apprend des choses, on découvre. Et ce besoin d'être important
de se sentir protégé, en sécurité, encouragé. Il nous suit tout le temps. Sauf que notre environnement ne le voit plus on va grandir. Plus on va grandir, plus on ne va plus chercher à nourrir ce besoin que nous, on a d'être important. Et donc, adulte, nous, on va essayer de le vivre. Donc, si mon travail me fait sentir important, mais bien sûr que je vais totalement m'identifier à mon travail parce que c'est lui qui me fait sentir important. Mais je peux me sentir important dans l'absolu, dans mon travail, dans ma vie, sans travail. Là, on peut aussi aborder la notion d'attachement. Oui. Parce que si je suis très attachée à une image ou une identité que j'ai à travers quelque chose, quel que soit ce que je fais, eh bien, quand je n'aurai plus ça, finalement, qu'est-ce que je fais ? Mais comment justement prévenir ça ? Effectivement, on peut se définir à travers un accomplissement professionnel, comme tu as dit, et le jour où je n'ai plus ça, j'arrive à la retraite, je sors, je fais autre chose, la vie m'emmène ailleurs. Ça arrive Oui. très souvent. Moi-même, quand j'ai quitté mon travail, il m'a fallu une longue période où j'étais un petit peu perdue parce que j'avais par habitude, des horaires, des gens, des choses que je faisais, et donc ça a laissé quand même un grand vide. C'était pas forcément la joie dès le départ. Et je reviens à la notion d'être un peu connecté, relié à soi-même et au moment présent, parce que plus on va vivre nos journées avec intensité, et on va essayer de générer en nous une sensation qui est agréable, sécurisante, que ce soit dans le travail ou dans la vie personnelle, on va moins sentir de transition et d'être justement tiraillé entre deux choses. La présence à soi, la présence dans le corps est quelque chose de très important. C'est ce qu'on apprend vraiment dans le Reiki, parce qu'on est de plus en plus relié à l'énergie qui nous habite. Et en fait, on ne distingue plus en fait l'environnement où on est. On n'est plus identifié totalement à ça. On parle d'ailleurs d'ancrage. Alors, qu'est-ce que c'est l'ancrage ? Justement, c'est qu'une fois que j'habite dans mon corps, pleinement, dans toutes ces sensations, et que je suis très à l'aise même avec les pensées, avec tout ce qu'il y a en moi, je suis pleinement ancrée dans le moment présent. La vie se déroule, mais moi, je suis ancrée en moi. Je ne vis plus uniquement dans ma tête, je ne vis plus uniquement dans l'attente. Okay. Je ne suis plus en train de passer du passé vers le futur. Je suis vraiment dans le présent. Et à ce moment-là, cette intensité va faire que, quel que soit ce que je vis, eh bien, ça sera, d'une manière ou d'une autre, un petit peu en arrière-plan. Ça sera moins important que ce que moi, je ressens à l'intérieur de moi. Effectivement. Et ce moment présent, il est extrêmement important, c'est sûr, parce qu'on est ancré, on est là, on est à 100% dans ce qu'on fait, que ce soit dans sa vie personnelle ou professionnelle. Et il est vrai, encore une fois, que parfois on vit en regardant dans le rétroviseur. On a tout ce qu'il y a dans le rétroviseur qui revient à chaque fois qu'on est là, amené à prendre une décision ou à changer de cap, n'importe. Ou alors on se projette aussi, il y a plein d'hypothèses, en fait, il y a plein de cas où on va se projeter on va vivre dans le futur. On pense à demain, alors que non, en fait, demain, c'est maintenant. C'est qu'est-ce que je fais maintenant pour, je sais pas moi, atteindre un objectif, réaliser un rêve, changer quelque chose qui ne me plaît pas dans ma vie, prendre une décision importante. Est-ce que tu as quand tu as parlé d'ancrage, est-ce qu'il y a des méthodes, est-ce que tu recommandes, est-ce qu'il y a des pratiques, des rituels que tu... Oui, pour l'ancrage, bien sûr, il y a des pratiques. Le Reiki, par exemple, c'est une technique parfaite pour l'ancrage. Il y a tout ce qui est relié aux activités, on va dire, physiques. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on aime beaucoup le sport. Parce que quand on fait du sport, on arrive à être vraiment ancré, on arrive à être vraiment présent. Mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir
le demain ou le futur comme une extension d'aujourd'hui. Ce n'est pas le résultat, c'est une extension, donc ça commence quelque part maintenant. Et c'est intéressant de voir un peu ce qui pourrait résulter de ce que je fais ou je dis ou j'accomplis maintenant. C'est aussi très intéressant de voir derrière, pour voir un peu d'où je viens. Mais le plus important, c'est d'essayer de ne pas vivre uniquement dans un espace qui est mental, justement, où je suis constamment dans une réflexion. Le corps ne bouge pas dans le temps. Le corps est dans le moment présent en permanence. Je ne peux pas sentir une douleur si elle n'est pas là maintenant. Plus on va être dans son corps, plus on va l'habiter, et plus on va être relié à la vie par ses sens. Donc, je prends le temps de regarder, je prends le temps d'écouter, je prends le temps un peu de ralentir, de respirer. Plus on va être dans cette alchimie en nous, et plus on va avoir de facilité à vivre dans une présence plus intense, en étant bien sûr toujours un peu relié au passé et au futur, hein, parce que si on a cette capacité de penser au passé et de penser au futur, c'est que quelque part elle est justement utile. Tous nos mécanismes sont intéressants. C'est le fait d'être sous l'emprise d'un mécanisme en particulier qui peut poser problème. Le tout, c'est dans l'équilibre, trouver un équilibre. Quand tu parles d'équilibre, là, je rebondis tout de suite sur l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Comment assurer cet équilibre-là, justement. Aujourd'hui, tu as parlé de sport. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui s'adonnent au sport parce que il y a quand même une recherche d'adrénaline là aussi là-dedans. Il peut y avoir des activités sportives beaucoup plus sereines. Il y a du yoga. On voit beaucoup de choses dans ce sens. Il y a la méditation. Comment est-ce que toi, quelles sont tes recommandations en fait pour garder justement cet équilibre qui nous permet finalement de se reconnecter à soi peut-être et de savoir s'écouter et vivre de manière cohérente avec qui on est et avoir justement cette bonne relation à soi. Enfin, en tout cas, commencer à nourrir une bonne relation à soi. Si la relation que j'ai avec moi-même est une relation qui est saine, fluide, ça veut dire que je suis conscient et à l'écoute de mes besoins. Et je vais chercher à les nourrir. Lorsque ces besoins sont clairs, identifiés, avec la possibilité qu'ils changent, qu'ils sont nourris, toutes les relations qui vont en découler, que ce soit ma relation avec mon travail ou ma relation avec l'autre, va être saine et fluide. Parce que je me réapproprie mes besoins. On a tendance, et on le fait un peu de manière naturelle, hein, c'est la norme, on va dire, à prendre nos besoins et à les sous-traiter. Donc je vais attendre qu'une situation ou une personne, elle va deviner, comprendre et nourrir mon besoin, ce qui n'est pas possible. Donc plus je vais être justement responsable de moi, parce que quand on parle par exemple de relation à soi, d'acceptation, d'amour de soi, on a l'impression que c'est quelque chose de joli, mais qui n'est pas, ce n'est pas une posture de maîtrise et de responsabilité. Bien au contraire, on réalise qu'on est responsable de nous-mêmes et qu'on est responsable de ce qu'on sent, mais aussi de ce qu'on fait et de la relation que j'ai avec l'autre. Donc plus je vais me prendre en charge, et moi je vais attendre à ce que les autres prennent en charge des choses qu'ils ne peuvent pas prendre, que ce soit dans mes relations professionnelles ou dans mes relations personnelles. Et à ce moment-là, je pourrais être dans un équilibre, une justesse, où mes besoins sont nourris, mais les besoins de l'autre, ça peut être l'entreprise de manière large, ou l'individu, vont être aussi nourris, puisque j'ai remarqué quelque chose. On ne peut pas offrir quelque chose qu'on ne s'offre pas à nous-mêmes et qu'on ne connaît pas. Si, par exemple, je suis parfaitement conscient
que à partir un certain niveau d'engagement, mon niveau de stress explose. Eh bien, je vais essayer d'agir sur mon niveau d'engagement pour essayer d'avoir des engagements qui vont me permettre d'être quand même en harmonie, en équilibre avec tout le monde. Mais si je n'en suis pas conscient, donc si je ne m'écoute pas, je vais peut-être être dans des plannings qui sont hyper chargés et qui vont faire que finalement, je ne serai pas performant ni dans ma vie professionnelle, parce qu'à un moment, je vais être tendue, et je ne pourrai pas être assez présent dans ma vie personnelle. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Absolument. Complètement. Et ce qui est super intéressant dans ce que tu as dit, en fait, c'est cette notion de sous-traiter mon besoin à l'autre. Je pense que c'est quelque chose qui peut parler à beaucoup de monde. On attend qu'une entreprise, qu'une personne, que X, Y, Z répondent à un besoin, alors que ce besoin, finalement, c'est à la personne. Je te disais tout à l'heure qu'en fait, l'entreprise et l'individu, c'est la même chose. Hein. C'est exactement la même chose. On peut sous-traiter une activité ou on peut la faire soi-même. On doit réfléchir. Mais cette décision de sous-traiter, généralement, elle vient d'une étude. Il y a quelque chose qui se fait. Au niveau individuel, c'est pareil. Mais il va falloir d'abord que je sache, que j'identifie, que je sache qu'il y a un besoin. Mais une fois que le besoin est identifié, je ne peux pas le sous-traiter. Ce que tu sous-entends, c'est que les gens on peut être dans des cas où les personnes ne sont pas conscientes de leurs besoins. Tout à fait, parce que en fait, on ne sait pas en fait tout ce qui se passe en nous, ce sont juste des besoins qui cherchent à être nourris. En fait, tout ce qui se passe en nous, nous sommes un système de besoins. Okay. Sauf que comme on nourrit nos besoins, on va dire, de manière innée. Par exemple, quand j'ai faim, c'est naturel, je sais que j'ai faim, je vais manger. Mais il y a d'autres besoins qui sont psychologiques, qui sont émotionnels, qui sont affectifs, qui sont créatifs, on ne peut pas les nourrir de manière aussi innée. Il va falloir répondre à ces besoins par des actes, par des décisions, par des relations, par beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous parler d'exemples de besoins autres que les besoins basiques, les besoins primaires qu'on connaît tous sur la pyramide de Maslow? Je regardais la dernière fois une vidéo, justement, où on a parlé de notre besoin d'esthétisme. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est dans la pyramide, mais en tout cas, voilà. Donc, on a besoin de vivre quelque chose qui nous nourrit au niveau de nos sens et qui soit de l'ordre, par exemple, de la beauté, quelque chose qui va, on va dire, nous nourrir intérieurement. Un peu toucher notre côté créatif et artistique, parce que ça fait partie de nous. Et ben, ce besoin, on ne cherche pas forcément à le nourrir. Et pourtant, quand on est enfant, et les enfants en général, on les pousse vers des activités artistiques. Mais plus on va grandir, plus on va s'éloigner de ce besoin, à moins qu'on soit doué. Oui. C'est-à-dire que, voilà, on peut avoir une personne qui adore chanter, elle ne va pas chanter parce qu'elle, soi-disant, elle ne sait pas chanter. Mais en fait, en chantant, elle nourrit son besoin d'être dans un état de créativité, d'ouverture, d'expansion. Tu vois, où on est un peu dans de l'esthétique, dans le sens artistique. Oui. Et donc, chanter pour chanter, pas chanter pour bien chanter. Dessiner pour dessiner, pas forcément pour bien dessiner. Ok. Donc, dessiner pour dessiner ou chanter pour chanter, c'est pour nourrir un besoin. Voilà, pour nourrir ce besoin de s'exprimer. Qui sous-tend quoi quand on parle de besoin d'expression? Ça veut dire qu'on n'a pas été, on a besoin d'être écouté, ou on a besoin de... On a besoin d'être écouté et nous avons besoin d'être écoutés dans notre élan vital qui n'est pas forcément une communication que je vais exprimer. Par exemple, je vais te dire, j'ai un avis à te donner sur telle situation. Non, je peux avoir besoin de m'exprimer moi tel que je suis. Par exemple, je peux chanter une chanson qui pour moi est une chanson joyeuse. C'est ma façon de te transmettre ma joie. Okay. Sans avoir besoin de te dire, écoute, je suis joyeuse. Ou le contraire. Très bien. Merci beaucoup, Zineb, pour cet échange qui a été super intéressant et super pertinent. Est-ce que tu as des derniers recos à partager
sur la relation à soi, la résistance au changement, comment bien accueillir le changement avant de conclure. Alors, vraiment, si on veut bien accueillir le changement, peut-être qu'on ne sait pas comment accueillir, mais juste accepter que le changement fait partie de nous. Ce n'est pas quelque chose qui nous fait peur, c'est quelque chose qu'on vit tout le temps. Il y a beaucoup de choses qui changent. Les cheveux qui tombent, c'est-à-dire que ça fait partie de nous. Et essayer d'être dans une relation à soi qui est un petit peu plus intime et se poser des questions. Se poser des questions sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on fait et essayer de donner du sens. Tu parlais tout à l'heure de cheminer. En fait, on est là pour avancer. On est là pour vivre, on est là pour cheminer. On n'est pas forcément là pour juste accomplir des choses et voir la vie comme un simple passage d'un endroit à un autre. Et c'est pas juste une question de performance. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Merci à pour toi. ton Merci temps. à toi. Merci pour l'échange. Merci Et à toi. j'espère qu'on aura une autre occasion d'échanger sur Avec d'autres plaisir. sujets. Avec plaisir. Bah, merci encore une fois et puis à très vite. À très bientôt. Merci.